Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, écoutez, je suis très heureuse ici de vous retrouver pour une nouvelle série de vidéos autour du monde extérieur. Donc, on va travailler ici la toile de fond de la Vierge et utiliser notre façon de concevoir le monde pour pouvoir mieux appréhender ici la manière dont on peut se diriger et donc créer finalement ici les choses à notre image, la manière dont notre réalité ici est créée correspond évidemment ici à des formes de projection. Et c'est justement ce que l'on va ici s'attacher à faire. Donc durant 2 vidéos, on va parler de paradoxe et de distorsion de manière à essayer de pouvoir poser l'équation et donc utiliser bien sûr ici le processus de la Vierge pour tenter de trouver une solution ici à cette équation. Encore faut-il évidemment ici savoir la poser. Donc j'espère évidemment que ces vidéos, donc on en a une le 31 août et on en aura une seconde le 14 septembre, sauront amener des éclairages ici dans vos situations de vie, votre manière évidemment de vivre votre réalité et donc peut-être trouver une forme de conclusion. Alors est-ce que ça fera lever ici complètement les lignes d'horizon et les barrières? Ça, c'est vous, évidemment, ici, qui saurez nous le dire. Donc, ces vidéos, elles ne sont pas réellement incluses dans on va dire, dans la séquence sur tout ce qui va toucher plutôt votre intériorité, donc le défi, etc. Mais elles viennent vraiment en soutien. Donc, elles peuvent être évidemment écoutées de façon complètement déconnectée des défis, ou elles peuvent venir ici s'assembler. Ça, c'est vous qui allez le choisir et le déterminer. Elles n'ont pas pour vocation non plus, et ça c'est très important en introduction, de bien vous rappeler que cette transmission provient évidemment ici de nous-mêmes. Donc ce n'est pas une vérité dans le sens universel, c'est une expression, une forme, et qui tout simplement ici est la nôtre. Donc on est dans le partage. On partage ici les informations avec vous, et puis de votre côté, eh bien, vous prenez bien sûr ce qui vous parle. Vous utilisez la matière, la ressource et toujours le passer bien sûr ici au filtre de ce dont vous avez besoin. Et donc l'idée c'est de prendre des notes si vous le pouvez parce que ça facilite en fait ici, ça aide à pouvoir relier ensuite justement vos propres points et donc mettre vraiment ici cette ressource à votre propre service. Voilà pour le petit mot d'usage. Eh bien écoutez, je vous propose ici de vous retrouver donc dans quelques secondes pour démarrer le thème de cette semaine. Donc cette semaine, on va parler ensemble du mécanisme, justement ici de création, de cette distorsion, mais qui est au départ issue de ce que l'on appelle le paradoxe. Donc on va déjà commencer par redéfinir ici ces 2 notions, de manière à ce que l'on ait un point d'appui que l'on puisse partager ici. Pour pouvoir aller dans l'explicatif, j'ai besoin de vous expliquer cette différence de notre côté que nous marquons entre paradoxe et distorsion. Donc le paradoxe, c'est plutôt quelque chose d'extérieur, là où la distorsion est plutôt intérieure. Donc le paradoxe, c'est quelque chose qui nous permet d'aller à l'encontre ici, tandis que la distorsion, c'est ce qui va nous, quelque part, nous tourner d'un côté ou de l'autre, et donc c'est ce qui nous fait souffrir. Donc le paradoxe et la distorsion sont 2 phénomènes différents, même si ils sont très liés en fait, parce que c'est le fait de créer un paradoxe, c'est-à-dire dans la manière que l'on a ici de conduire une action, qui amène et conduit en fait ici une distorsion et donc quelque chose qui nous fait souffrir. Donc il est difficile de résoudre une distorsion sans comprendre évidemment ici la manière dont se crée inconsciemment, pour la majorité ici des situations, le paradoxe. Donc le paradoxe, c'est ce qui est contraire à l'opinion commune, d'une part, mais plus globalement, si on le rapproche dans le sens de nos actions, c'est notre capacité ici à ne pas créer les choses, donc ne pas les organiser, les structurer, ne pas agir en fait dans l'objectif pourtant que l'on souhaite porter. Donc il y a une différence entre l'objectif et la manière ici d'agir ou de se comporter. Et c'est dans cela évidemment qu'on parle de paradoxe. Donc quelque part lorsque l'on fait ça, on va à l'encontre de soi,
mais on n'en est pas forcément conscient. Et donc, ça a pour effet, évidemment, ici, de créer des distorsions et donc de nous tourmenter. C'est vraiment ici l'idée. Ça nous tourmente, eh bien, parce qu'on a ce sentiment d'agir ici, probablement d'une manière qui est appropriée et qui répond à une sollicitation, une envie, un besoin, quelque chose que l'on souhaite porter, et qui pourtant ne nous permet pas d'obtenir le résultat que l'on cherche. Donc ça, c'est évidemment quelque chose qui est aussi bien collectif que ça n'est individuel, puisqu'il y a des paradoxes qui sont plus collectifs. Et si on comprend les paradoxes dans le sens le plus collectif, il est probable que l'on sache ici tirer une appréciation de nos situations personnelles en s'appuyant sur la définition des paradoxes. Et donc c'est ce que l'on va ici chercher à faire dans cette vidéo. On va vraiment chercher ici à comprendre en observant les choses, en prenant de la hauteur, si vous préférez, pour pouvoir justement comprendre comment ça s'applique en fait ici dans notre quotidien. Parce que certes, on vit dans une réalité relative, donc relativité nous renvoyant à l'interaction que l'on a avec les autres, mais qui est pleine ici de paradoxes, tout simplement parce que justement, cette relativité et ce rapport aux autres, il est quand même différent ici d'une personne à l'autre. Il y a quand même des comportements finalement. On n'est pas dans quelque chose qui est linéaire. Ici, au niveau de nos comportements, on n'est pas un seul et même groupe qui faisons les choses ici d'une même manière. Autrement, d'ailleurs, il n'y aurait pas ces paradoxes. Et c'est ça, en fait, ici qui est très important, bien sûr, de comprendre. Donc on va déjà commencer cette vidéo par prendre de la hauteur, parce que prendre de la hauteur, c'est ici prendre de la hauteur par rapport à sa propre pensée. Et donc revenir à quelques points essentiels autour de ça. On a 2 vidéos de toute façon pour traiter de cette thématique, donc c'est bien de prendre voilà, ici le temps de le faire et par étapes. Donc il y a cette idée bien sûr ici, et notamment lorsque l'on travaille sur nous-mêmes, il y a cette envie de récupérer ici sa capacité de création. Et donc ça passe évidemment par l'observation et notre capacité, d'un point de vue pleinement individuel, de prendre de la hauteur ici sur les choses. On va chercher à s'unir à la beauté du monde, parce qu'on comprend que de reconnaître ici ce monde dans toute cette beauté, malgré tous les paradoxes justement qui peuvent y résider, nous renvoie en fait ici bien sûr à nous-mêmes. Donc intérieurement c'est quelque chose qui est plutôt, on va dire, un objectif. On tend ici à rendre notre réalité, par cette prise de hauteur, la rendre plus neutre, et donc accepter finalement ici que le monde il est à notre image, donc il n'est pas parfait ou pas infaillible si vous préférez, dès lors qu'on se place dans la chair, que tous ces apprentissages que l'on crée, ils sont réalisés dans un certain sens, ils ne sont pas toujours dans la bonté et la pureté, et donc quand on prend de la hauteur sur notre propre vie, on est en capacité, je crois, ici de reconnaître justement cette difficulté à être dans la neutralité. Il y a en nous du bon, il y a en nous des choses qui sont plus sombres, on est donc ombre et lumière, et donc on va individuellement quand même, dans notre progression, saisir ici cette information autour de cette fameuse pièce, où en fait on est comme une pièce avec 2 faces, et donc effectivement on peut osciller d'un côté ou de l'autre. Et donc on est quelque part... Alors il y a un côté persévérance bien sûr, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a de l'effort ici à fournir pour pouvoir voir les choses dans leur entièreté. On sait que ces épreuves finalement qui ont jalonné notre vie sont finalement des moyens, des outils qui nous permettent d'éprouver nos qualités, nos talents, notre nature en fait, nos qualités dans le sens de la nature, dans le sens de la propriété ici qui est la nôtre, pour pouvoir révéler nos talents. Et donc ça c'est plutôt quelque chose dans lequel justement notre pensée individuelle n'est pas contraire ici, je vais le dire comme ça, dans ce groupe, elle n'est pas paradoxale. Je pense qu'ici on a un point d'appui, une fondation que l'on partage. Et donc effectivement, on
on va comprendre les choses, on va les entendre, on va les intégrer, on va progresser par rapport à nous-mêmes. Donc, est-ce que notre groupe, si je puis dire, ici sur cette chaîne, est uniforme dans sa réalisation? Probablement que non, mais on a en tout cas des choses ici qui nous relient et qui nous permettent d'évoluer ensemble dans un environnement dans lequel, certes, il n'est pas parfait, il n'est pas infaillible, mais il a du sens, en fait. Donc, il y a quelque chose ici qui tourne au sens. Donc, le fait d'éprouver ici, et donc éprouver, c'est le fait de concevoir un sentiment, c'est de revenir ici à une racine, c'est au moins de tenter quelque chose qui nous permet de retrouver de la cohérence. Et donc cette expérience humaine, au départ, ce fameux court-circuit, on le trouve justement dans l'incohérence, et puis ensuite on trouve des méthodes qui nous permettent de replacer chacune de ces situations dans le sens le plus neutre, et au passage d'observer bien sûr ici un sens et l'autre, donc de faire l'expérience de la dualité en cherchant dans l'intervalle à prendre de la hauteur pour que ce fonctionnement qui est le nôtre au départ et qui est très automatique et automatisé puisse être progressivement mis à distance, et que ça nous offre en fait ici un point de vue, une perspective, une relativité déjà par rapport à nous-mêmes puis par rapport au monde, qui peut devenir effectivement beaucoup plus salvatrice et beaucoup plus créatrice. Mais maintenant, on ne peut pas évidemment ici, en appliquant cette formule uniquement à nous-mêmes, c'est pas si évident de trouver notre place et notre espace dans le monde. Et donc, il y a évidemment tout un paradoxe ici autour de ça qu'il faut considérer, et qui est finalement une inspiration que l'on va prendre à ce moment-là, dans l'angle de la création, qui est à l'image évidemment ici du créateur. On se replace en tant que créature, donc dans le sens ici plus physique, et on cherche à être dans cette position de création à l'image justement de notre créateur, par les mains ici de la créature. Donc c'est quelque chose évidemment qui au départ est extrêmement conceptuel, et dans lequel il faut nous interroger. Est-ce qu'on est capable de pleinement, de complètement et de totalement entreprendre de cette façon? Est-ce qu'on peut agir complètement en conscience? Est-ce qu'on peut être totalement placé ici dans cette responsabilité créateur-création au travers de la créature? Alors, si en théorie, il n'y a pas de contre-indication, c'est-à-dire que bien sûr, il y a une possibilité, on ne peut pas non plus imaginer de totalement se couper de justement de cette expérience en relativité. Et donc, il y a forcément ici un moyen de progression, c'est-à-dire que ces paradoxes, qui sont notamment des gros paradoxes collectifs, eh bien, on ne peut pas porter cette responsabilité de les résoudre. C'est-à-dire que oui, ça crée des distorsions, et oui, effectivement, ça peut nous faire souffrir, mais on n'a pas la main sur le paradoxe, on va dire dans le bien commun. On va avoir la main sur la manière dont on vit l'expérience, dont on la ressent. Donc en fait, on a la main sur notre propre distorsion. Et ça, déjà, c'est quelque chose qu'il est essentiel de comprendre. Avons-nous la main sur l'ensemble des paradoxes de cette réalité? La réponse est non, pas ici au niveau d'un ensemble. Est-ce que nous avons la possibilité ici de ne plus être en distorsion avec le collectif? Ici, je pense que la réponse est oui, parce que ça relève effectivement de notre capacité à vivre l'expérience, et là on a la main, parce que ça c'est quelque chose en fait qui nous appartient. En revanche, il faut revenir de fait ici au plus près de soi, parce que finalement, et on l'a vu dans les vidéos précédentes, mettre les choses à distance et nous couper de ce qui ne nous correspond pas, on en a la possibilité. On n'a peut-être pas la possibilité de tout chasser, mais on a quand même la possibilité d'évacuer le plus grand nombre de paradoxes qui pourraient amener justement ici des distorsions intérieures. Et la problématique, elle va toujours se trouver dans votre zone d'influence la plus directe. Donc, ces fameuses incohérences sur lesquelles en réalité on a la main, mais qu'il est parfois difficile évidemment de prendre en charge. Donc dans ce cas-là, il faut passer effectivement, il y a cette hauteur au plus grand et au plus large, comme une montagne. On a besoin du mécanisme de la montagne. Et il y a un moment donné où en fait on ne peut plus simplement ici se placer sur la montagne. Donc c'est aussi quelque chose qui se rapproche, si vous reprenez ce que l'on a travaillé ici en Bélier, parce que ça touche beaucoup l'individualisation.
On repassera ici dans une forme de conclusion lorsque l'on sera évidemment en balance, puisque ça fait face ici. Et donc la balance est le point dans lequel on peut se placer justement sur la montagne pour observer les choses, mais en fait, il faut concilier les deux, c'est-à-dire qu'on ne peut pas s'isoler sur la montagne et en même temps, on ne peut pas ignorer l'environnement. Et ça, c'est vraiment ce que nous avait enseigné le bélier lorsque l'on était ici passé dans cet axe. Donc, il faut trouver le moyen de pouvoir ici se placer et utiliser la montagne comme une ressource, mais ne pas y rester. Donc, c'est monter sur la montagne, observer, prendre ce que l'on a à prendre, redescendre et finalement travailler au centre de nos propres contraires et essayer petit à petit de concilier ces incohérences pour se redonner une capacité ici d'action et donc de mouvement qui n'est plus en distorsion et qui n'est plus paradoxal parce que en fait, même si on peut le regarder sur le plan le plus large, on crée aussi, même si on n'a pas forcément toujours conscience, si des distorsions continuent à subsister malgré le fait d'avoir mis certaines choses au plus loin de nous, c'est parce qu'en fait, il y a ces effets de paradoxe qui se situent évidemment ici toujours au plus près de nous. Sinon, on aurait effacé cet ensemble. Donc, observer les incohérences, c'est s'attacher à entrer dans la connaissance. Donc, on peut le faire au plus loin ou on peut le faire au plus près. Et notre intérêt, il se porte, parce que tout n'est que question dans le fond d'intérêt, sur ce qui a de la valeur, en fait, ici pour nous. Et la valeur n'est pas dans le prix, ici, de ce que l'on a à proposer. Alors, ça peut être, on peut utiliser ici le côté plus économique. Si vous avez un projet, ce n'est pas dans ce que vous avez à vendre, ici, et le prix, par exemple, que vous allez positionner autour de ça, qui fait la valeur de ce que vous proposez. C'est dans le regard de celui qui achète, si on le prend ici de ce point de vue-là. Donc, la valeur de ce que vous êtes, le prix ici qui est le vôtre, n'est évalué que dans le regard de celui ici qui va venir en connexion avec ce que vous avez ici à offrir. Et donc, ce point de vue illustre à lui seul l'incohérence dans lequel ici on est plongé du point de vue collectif, donc les choses qui sont situées au plus loin de nous, autant que ce qui se situe au plus près de nous. Et donc tout ceci évidemment ne peut se réaliser que dès lors que l'on n'a pas forcément conscience de ce mécanisme, et donc qu'il nous manque finalement comme les qualités ici d'un créateur. Donc si on prend la définition du créateur, le créateur, alors qu'il est défini de façon culturelle, on va reprendre cette définition, après tout elle est plutôt assez correcte si on veut se placer ici au sommet quelque part de quelque chose pour observer la création. On va considérer que lorsqu'on le fait, on a cette possibilité d'avoir accès à une forme d'omniscience, donc de pouvoir observer tout un ensemble ici et donc voir tout ce que cela représente, hein, c'est ce que représente ici l'omniscience, c'est être en capacité de saisir tout un ensemble à un instant T. Omnibienveillance, après tout, on a défini la nature de l'humain, et l'humain, de par ses qualités propriétés en tant qu'espèce, est ici une espèce bienveillante, et l'omnipotence, qui est effectivement cette puissance ici, et donc qui, dans le cadre de la création, est infinie, c'est l'infini ici des possibles au niveau de cette notion qu'est l'omnipotence. Donc, en fait, si on comprend ce que l'on cherche, en tout cas ici à démontrer, si cette observation, on la réalise de cette manière-là, on a la capacité de voir ici ces incohérences. Mais ça ne peut se faire que si on sait où regarder. Et donc, il faut comprendre que cette valeur, ce que l'on souhaite apporter ici au monde, ce que l'on souhaite manifester, ce que l'on souhaite porter ici en termes d'expression, n'est pas dans le prix ici que l'on va évaluer, et de toute façon toute valeur ici a quelque part un prix, puisque notre physicalité fait qu'on est dans un monde relatif, et donc que l'évaluation de ce que l'on propose se fera toujours dans le regard ici de celui qui va acheter quelque part, ou qui va adhérer, ou qui va s'allier, ou venir au contraire se mettre en opposition de ce que l'on est. Et donc, si on voit effectivement les choses de cette manière-là,
on va comprendre que finalement tout cela relève évidemment d'une part du consentement, il y a une question ici de consentement qui se pose, et effectivement on va comprendre, je pense aussi, que il nous faut être nous-mêmes dans cette prédisposition de pouvoir être omniscient, de pouvoir être omnibienveillant, c'est-à-dire de toujours conserver quand même ici un regard doux sur les choses, peu importe les conclusions que l'on est en capacité de tirer, et d'être plutôt tourné vers notre omnipotence, c'est-à-dire nous souvenir que finalement notre expression et notre capacité, notre force intérieure est sans limite, et qu'il revient finalement à chacun d'utiliser ces 3 points que cela représente en créant ici un ensemble autour de son expression. Parce que dans le fond, ce qui existe, donc ce que l'on voit et ce que l'on connaît, donc dans le sens ici de la connaissance, ne se réalise que par principe d'observation. Ce que l'on ne voit pas, on ne le connaît pas et donc on l'ignore ici dans notre zone. Et donc, à partir du moment où on observe quelque chose, on a la capacité consciemment ici à se positionner autour de ce que l'on observe, éventuellement consentir, intégrer ou choisir en tout cas d'utiliser notre omnipotence pour pouvoir modifier les choses si cela s'y prête. Donc c'est quelque chose qui est facile au plus loin de soi. C'est-à-dire que si on ne veut pas observer quelque chose, si on ne veut plus que ça existe, c'est facile. Au plus loin de soi, il suffit de ne pas le regarder. Et donc, si par exemple il y a des choses dans ce monde qui ne nous correspondent pas, dans lequel on est conscient que l'on n'a pas de moyens d'action, on va simplement, par exemple, éteindre notre télé. Éteindre notre télé permet aussi de ne pas contribuer parfois à certaines hystéries collectives sur certains sujets qui en fait ne progressent pas. Il y a vraiment ici de nombreux sujets dans lesquels collectivement on est assez inerte. Et donc de ne finalement donner priorité dans notre réalité qu'à des choses qui nous concernent de façon immédiate et directe. Pour concentrer aussi notre énergie, c'est un peu l'objectif, pour concentrer notre énergie là où cela a de la valeur. Et là, dans ce cas-là, vous êtes le regard de celui qui achète. Et dès lors que vous regardez en fait des choses qui ne vous correspondent pas, que vous consommez des choses ici qui finalement, parce que c'est une idée de consommation, le fait de regarder un programme par exemple, simplement pour le critiquer, n'a finalement pas grand intérêt parce que quelque part, que vous soyez ici d'accord ou pas avec ce que vous regardez, vous alimentez ici ce programme. Donc en fait, ça va quand même à l'encontre. Ça, c'est une attitude qui est relativement paradoxale sur le plan le plus large, parce que finalement, ça vous met à côté de l'objectif. La critique, si elle est faite sur votre canapé, par exemple, finalement, elle ne va pas être utile, si vous préférez. Et donc, vous allez mettre de l'énergie à regarder quelque chose qui, en fait, ne vous correspond pas du tout. Mais pour celui qui vend le programme, en fait, ça n'a aucune importance que vous soyez OK ou pas. Lui, ce qui compte, c'est le prix, en fait, que ça va lui rapporter. Et donc, ce phénomène, il est important parce que, d'une part, lorsque vous regardez quelque chose qui vous fait ici réagir de façon positive ou de façon négative, peu importe, eh bien, vous êtes en distorsion. Notamment si c'est quelque chose de négatif, c'est-à-dire que ce côté négatif que vous allez regarder, il vous met en distorsion, il vous fait souffrir. Si par exemple, ici, vous regardez une émission dans laquelle on va parler d'un sujet qui vous touche, parce que c'est peut-être votre intérêt. On va prendre un sujet qui en général touche effectivement l'omni-bienveillant à l'intérieur de nous, des situations de vie où les gens sont dans grande souffrance, des émissions par exemple sur la brutalité animalière ou sur la brutalité des enfants, sur, je sais pas, la faim dans le monde, etc. En fait, vous êtes en train ici, d'une part, d'alimenter ce programme, donc qui va ici être vu comme ayant de la valeur parce qu'il aura fait des millions de vues. Et parce qu'il aura fait des millions de vues, eh bien on va considérer que de parler de ce sujet alors qu'on ne propose aucune solution en réalité à ce sujet, c'est simplement pour quelque part créer aussi de l'émotionnel chez les personnes qui regardent, pour justement créer ces distorsions et faire souffrir ici, pour juger aussi, il y a quelque chose qui va alimenter votre angle du jugement. Vous allez trouver ce genre de situation improbable, vous allez peut-être même vous insurger, vous allez entrer ici quelque part. Je ne dis pas que c'est pas normal, c'est-à-dire que c'est normal de s'insurger de ce genre de choses.
Mais lorsqu'on ne peut pas régler ici ce paradoxe, alors pourquoi l'alimenter? Parce qu'il est aussi tout à fait probable que ces espèces d'épiphénomènes soient aussi amplifiés, d'une part par le fait qu'on l'observe et aussi par le fait que l'on n'agisse pas. C'est-à-dire que c'est là où se situe le paradoxe. Si vous êtes préoccupé par la faim dans le monde, eh bien, allez traiter la faim dans le monde, en fait. Si c'est votre cœur qui vous dit « bah non, moi aujourd'hui, je voudrais que tous les enfants soient bien traités et que tout le monde ait quelque chose à manger », eh bien, c'est très louable, en fait, et c'est probablement très juste. Mais alors, que faites-vous au quotidien pour que cela puisse se produire? Elle est là, la distorsion, en fait, parce que c'est se faire du mal sans pour autant contribuer de façon directe à faire que, certes, ce paradoxe existe, mais je le fais disparaître. Et donc, comme il est nécessaire de concentrer notre énergie dans le sens le plus individuel, dans ce qui nous concerne, là où on a la main, là où effectivement on ne va plus créer de paradoxe, on n'y contribue pas, mais au contraire, on est dans une zone dans laquelle on a le mouvement, l'action dans nos mains, donc dans lequel on peut être investi. C'est la différence entre l'investissement, l'effort qu'on peut porter, la persévérance dans quelque chose finalement qui nous touche et que l'on souhaite pouvoir résoudre, donc résoudre ici cette distorsion, et le fait de le vivre dans une situation qui est complètement paradoxale parce qu'on est en train de regarder un point qui se situe complètement à des milliers de kilomètres de chez nous et en fait de façon immédiate et directe, eh bien on ne peut rien y faire. Par contre, on va alimenter ici le propos, on va l'identifier, on va lui donner vie en fait par l'intérêt finalement ici que l'on porte aux choses. Et donc de façon globale, chaque intérêt ici que l'on porte aux choses lui font donner vie. Ça ne les résout pas. Et ça, c'est quelque chose vraiment qui est important parce qu'au plus loin de soi, soit effectivement, c'est notre cœur et on doit entreprendre, soit dans ce cas-là, eh bien, il est préférable de ne pas alimenter cette information parce qu'en plus, elle va consommer ici notre énergie. Et donc, on ne peut plus ici être mobilisé dans d'autres possibilités sur lesquelles on a l'action pour créer ici une voie alternative. Donc, si une cause fait battre votre cœur, développez vos connaissances, enrichissez-vous au maximum, prenez les pour, prenez les contre, utilisez votre cœur, créez un projet qui permettrait ici de concilier effectivement et concrètement ce paradoxe qui vous tient à cœur, non plus parce que quelque part vous vous ouvrez à la distorsion, mais parce qu'au contraire vous vous engagez ici à la résoudre. Et ça, c'est de la création inspirée dans lequel c'est pas le succès qui va compter en fait ici dans le sens d'une valeur marchande, mais c'est plutôt le prix justement ici qui est dans vos yeux, la valeur de ce qui vous est présenté et la manière dont c'est cohérent avec ce que vous êtes. Donc il faut chercher ici dans ce monde des choses qui sont en cohérence avec notre expression et essayer un maximum de ne pas alimenter la lutte parce que si c'est l'expression ou la cause d'autres personnes, ça sera à eux évidemment ici de prendre le relais, mais on ne peut pas tout traiter en fait. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. On ne peut pas observer l'injustice parce qu'elle va forcément ici nous dériver de ce que nous sommes. Nous sommes présents pour une raison en particulier. Nous portons une expression. Nous sommes de multiples expressions et chacun a quelque chose ici à faire dans le sens de sa propre pièce du puzzle. Et c'est important de concentrer l'ensemble de notre effort à mettre en place et mettre en œuvre ce que nous sommes, plutôt effectivement que de se disperser dans ce qui ne nous concerne pas de façon directe ou dans lequel finalement ici on ne peut pas mettre en place notre individualité. Donc on peut regarder évidemment du haut de la montagne. On peut ne pas ignorer certaines situations si et seulement si ça ne crée pas de distorsion. Parce que si on crée effectivement ici des distorsions, si on alimente ici inconsciemment certains paradoxes, ils ont plus de puissance en fait ici aussi ces paradoxes. Vous savez, si là, aujourd'hui, je vais vous donner cet exemple parce que personnellement c'est quelque chose qui me touche. Et j'avais fait le choix notamment, alors maintenant on parle en quinzaine d'années, peut-être même 20 ans. À l'époque, je regardais effectivement les informations et
j'étais à table, hein, globalement on regardait les informations lorsque l'on était à table, hein, c'est à peu près l'heure où tout le monde se met ici à table et dîne. Et puis pour la énième fois, j'étais en train de manger et je voyais ici un reportage sur des enfants qui n'ont rien à manger. Et en fait, j'ai senti une très grande distorsion en moi. Enfin, en tout cas, ce jour-là, c'était clairement le sujet de trop, où en fait, je trouve absolument paradoxal d'être en train de dîner et d'observer des gens qui n'ont rien à manger. En l'occurrence, c'était des enfants, donc voilà, corde évidemment très sensible chez la majorité ici d'entre nous. Et donc, ma réaction, ça a été d'éteindre la télé, parce que d'une part, ça se situe à des milliers de kilomètres, et ce n'est pas ici une seule personne qui peut changer le monde. Donc deux solutions, soit effectivement à ce moment-là, je quittais tout et j'allais aider quelque part les personnes sur place pour que les personnes puissent avoir à manger. Mais en réalité, ça fait des dizaines, pour pas dire des centaines d'années que finalement, il y a énormément de personnes qui essayent de trouver ici des solutions. Et la faim dans le monde, ça existe toujours. Et je suis convaincue que si vraiment c'était un problème, c'est-à-dire que si on se disait, eh bien, plus jamais ça, si collectivement on s'y mettait tous, il n'y aurait pas de faim dans le monde. Mais aujourd'hui, c'est une situation qui dépasse la simple possibilité d'un individu. Et dans mon expression, il est plus juste, je crois en tout cas que c'est plus ici dans ma propre nature, que de permettre à chacun de révéler la sienne pour que ceux qui finalement vont être les acteurs sur d'autres causes qui finalement relèvent de leur propre expression sauront trouver justement ici les solutions alternatives. Mais comment trouver les solutions alternatives dans un monde ici justement qui est un monde de paradoxes et de distorsions? Si on ne résout pas le sujet de la distorsion et le sujet du paradoxe, en fait, on dépense notre énergie dans une face ou dans l'autre, mais on ne fait qu'osciller, en fait. Donc, je crois, mais je peux me tromper, en tout cas, c'est ici ma façon de voir les choses, donc pas de vérité derrière ça, mais je pense qu'à ce stade-là, ma place est plus juste en essayant de façon individuelle de conduire celles et ceux qui le souhaitent à résoudre ces distorsions intérieures, à se placer dans leur propre version ici d'eux-mêmes qui vont pouvoir ensuite multiplier les initiatives et les voies alternatives dans les domaines ici qui les touchent de façon ici très individuelle. Chacun porte ici une solution dans ce puzzle collectif. Donc à ce stade-là, ma place, alors en tout cas de mes places, parce qu'il y a plein de choses qu'on fait en fait ici avec Stéma qui ne touchent pas ce que vous voyez de façon ici complètement publique. On a plein d'autres ici projets sur lesquels on travaille, sur lesquels on initie ici de nombreuses choses et qui touchent justement ici des choses sur lesquelles voilà, on a observé des choses paradoxales et des choses qui nous touchent et dans lesquelles on ressent le besoin d'agir et de monter des projets. Mais le projet de cœur, en tout cas le premier projet ici qui nous a réunis et qui nous permet d'agir au quotidien, c'est celui-ci, c'est de permettre à chacun de se réunir ici avec lui-même. Et plus nous serons nombreux à l'être, et probablement plus nous serons de bras à pouvoir agir dans les zones qui justement nous touchent au plus près et qui touchent notre cœur. Mais c'est une façon différente évidemment ici de faire parce que autrement, eh bien on lutte en fait, on lutte et on lutte, on est dans la bataille du bien et du mal, en fait. Si vraiment on veut résoudre les choses de cette manière-là sans construire quelque chose d'alternatif, eh bien, on trouvera les méchants et les gentils. On ira peut-être aider les gentils pour combattre les méchants, mais ça ne résoudra pas ici, ça ne donnera pas la paix de façon collective. Et la paix de façon collective, elle ne s'obtient pas dans le fait de lutter et de se placer dans des causes. Elle est... En tout cas, c'est notre vision ici du monde, celle que l'on porte. Elle est dans le fait de se porter soi et de porter sa vision, de contribuer dans ce que l'on est en capacité de faire à notre propre échelle, afin de pouvoir progressivement, et par effet ricochet, peut-être inspirer bien sûr ici autour de ces actions. Et si ça se multiplie tout autour de la Terre, alors effectivement, il y a de grandes chances pour que collectivement, on puisse résoudre les grands maux de l'humanité. Pas en claquant des doigts et probablement pas dans une décennie, mais... Et pourquoi pas, en fait. En tout cas, il faut qu'on soit suffisamment nombreux pour pouvoir le faire. Alors, si vous prenez ces choses au plus loin et que vous les ramenez au plus près,
c'est ce qu'on doit faire en fait, de façon ici totalement individuelle. C'est déposer les armes. Et donc, cette méthode, elle est applicable dans ce qui est au plus loin, mais surtout essentielle dans ce qui est au plus près. On doit impérativement s'alléger la tête. Ça, c'est très important parce que, et notamment autour de ce qui nous fait souffrir, la première des choses, c'est de s'alléger la tête. On ne peut rien conduire ou aller nulle part lorsqu'effectivement on est autant alourdi. Et donc tant qu'on alimente ici ce qui nous accable et ce qui nous tiraille, eh bien on n'est pas tourné sur ce qui pourrait nous rendre plus joyeux et plus vivants. Et on a besoin d'énergie pour faire ici de nombreuses choses, donc il nous faut impérativement retrouver au plus près de nous des situations dans lesquelles au contraire cette énergie s'amplifie. Cette énergie ici peut circuler. En fait, on ne manquera jamais ni de temps ni d'énergie, mais c'est là où on se disperse finalement qui fait que on va beaucoup plus éparpiller ce temps et éparpiller cette énergie, alors que si on était concentré sur notre cœur et uniquement notre cœur et la zone dans laquelle on pouvait immédiatement agir, eh bien, on pourrait vraiment avancer de façon beaucoup plus progressive, beaucoup plus concrète et beaucoup plus tangible. Donc, il faut toujours choisir ce qui nous révèle plutôt que ce qui nous entrave. Et on peut le vivre de façon joyeuse, on peut se positionner dans une existence dans laquelle ici il y a plus d'insouciance pour que justement la tête continue ici à s'alléger et donc qu'on ressente de plus en plus notre capacité ici à entreprendre. Et l'insouciance et l'immaturité sont deux choses différentes, c'est-à-dire que de choisir de vivre les choses de façon plus légère relève davantage du choix que ici de la déresponsabilisation que pourrait conduire l'immaturité. Donc ce sont quand même deux notions différentes et il ne faut pas craindre ici d'aborder les choses de façon plus légère. C'est ça l'insouciance en fait, c'est le fait de s'octroyer ici de l'espace dans lequel on s'allège. Donc on aura toujours l'opportunité de décider de ce qui nous rend heureux, de ce qui nous rend joyeux. Et en général, c'est toujours dans ce qu'il y a de plus simple que se trouve ici la solution. Donc, il n'y a pas de mission ici individuelle à sauver le monde, à laver le monde de ses péchés. Il n'y a pas de sauveur. Ça, c'est quand même quelque chose qui est très important. On n'a pas pour projet, en tout cas, on ne doit pas faire d'objectif derrière ça à porter les autres. On doit faire ce que l'on a à faire. Chacun doit faire ce qu'il a à faire. Et donc, si effectivement on se place dans une forme d'espoir que tout va se mettre à fonctionner simplement parce qu'on le souhaite, eh bien, il y a de grandes chances pour que cette distorsion ne puisse pas se résoudre. Autant que cela n'a probablement de possibilité que d'amplifier un certain nombre de paradoxes. Ce qui est et ce qui n'est pas n'est pas. Et les autres, tout comme nous, sommes responsables de nous-mêmes. Chacun dispose d'une énergie, d'une individualité, quelque chose qui est unique et qui lui correspond. Il a un corps, il a des bras, des jambes, il a des mains pour faire et chacun doit faire ici ce qu'il est censé faire parce que ce qui est. Et à partir du moment où on prend corps, où on prend forme, eh bien cette responsabilité, elle s'est individualisée. Peut-être que sur d'autres plans, on pourrait la considérer comme étant plus collective, mais ici, chacun a un corps et tout ça relève de la responsabilité individuelle. On n'est pas simplement dans un monde relatif, on est aussi dans un monde individualisé, avec une expression qui est individuelle. Et donc ça ne veut pas dire ici être solitaire, mais ça veut dire être conscient de nos associations, être conscient de nos contributions, être conscient ici des paradoxes que l'on peut créer et des distorsions qui peuvent être conduites par justement ce type de mouvement. Donc déposer les armes, c'est arrêter de chercher à tout solutionner et surtout ce qui ne nous concerne pas pour investir du temps dans ce qui a de la valeur de notre point de vue. Partager, offrir ici des choses qui proviennent de nous-mêmes sans nécessairement chercher à tout vendre ou tout commercialiser, c'est pas non plus ici toujours le principe. On est dans un monde dans lequel il y a de la matérialité, il ne faut pas l'ignorer, mais il y a de nombreuses choses que vous pouvez faire de façon parallèle. C'est-à-dire que tout ce qui a de la valeur et tout ce que vous ne cherchez plus justement à solutionner parce que ça ne vous concerne pas de façon directe ou parce que vous n'avez pas la main de cette manière-là,
vous fait regagner beaucoup de ressources aussi, et souvent y compris financières, hein. Donc c'est toujours essayer de raisonner à partir du centre et non pas justement en se plaçant dans les côtés. Donc ce qui a de la valeur de notre point de vue n'est pas forcément ici ce qui a de la valeur du point de vue collectif. On peut d'ailleurs, en réagissant et en agissant de cette manière-là, on peut créer un paradoxe pour les autres. Je vous rappelle que le paradoxe, c'est d'aller à l'encontre ici d'une opinion commune. Donc si autour de vous, il y a une opinion commune sur un certain type de modèle, le fait de ne pas vous comporter de la même manière que le modèle fait de vous déjà quelqu'un qui se comporte de façon paradoxale, même si vous ne l'avez pas forcément identifié comme tel. Alors à ce stade, évidemment, quand vous le faites, cela peut créer de la distorsion chez les autres. Mais maintenant, si dans votre ligne, ici, ne se situe plus justement le paradoxe et la distorsion, c'est parce que vous êtes en ligne avec ce que vous êtes. Et c'est aussi ce qui vous permet de ne plus être en lutte. Donc, tout dépend de ce que vous cherchez. Et comme les autres ne sont pas votre responsabilité, si ça crée effectivement des distorsions, des paradoxes, sur le principe des cercles concentriques, ça les ouvre en fait ici à leur propre distorsion. Et donc, ça peut les pousser bien sûr ici à résoudre leur propre paradoxe. Donc, cette notion de distorsion et de paradoxe, elle est évidemment extrêmement collective, mais elle est surtout ici de nature individuelle. Et donc, la prise en charge ne peut être qu'individuelle. En revanche, la lutte, si elle continue, la seule chose qu'elle va faire, c'est-à-dire que si effectivement vous n'entrez pas justement dans cette forme paradoxale, c'est-à-dire si vous n'allez pas à l'encontre de l'opinion commune au plus près de vous, encore une fois, je vous rappelle que le paradoxe, c'est de l'action. Donc en fait, c'est le fait d'agir différemment de ce que l'on attend potentiellement de vous. C'est le fait de créer justement ici quelque chose qui permet de sortir de ce qui vous fait souffrir. Donc ici, je ne parle pas du fait d'être... On est dans l'originalité, mais on est dans l'originalité qui est alignée avec votre expression. Autrement, vous allez visiter simplement les contraires. Donc, entendez aussi l'information. Je crée le paradoxe et je le crée consciemment. Mais le reste du temps, j'ai créé tout un tas de paradoxes qui étaient bien moins conscients. Ici, c'est comment je m'approprie cet outil du paradoxe pour justement résorber ma propre distorsion. Donc, c'est en conscience ici que j'agis différemment de l'opinion commune. C'est parce que j'ai analysé l'opinion commune, parce que j'ai analysé les paramètres, que j'ai vu à quel point certaines choses pouvaient me faire souffrir, parce que je suis allée chercher ma connaissance ici de moi. Et donc, je vais créer un paradoxe que je conduis consciemment. La différence, elle est quand même là. Et lorsque je ne le crée pas et que je suis en lutte et que je me divise ici de moi-même, en général, je vais quand même faire exister quelque chose qui n'est pas présent. Donc ça, c'est aussi, on va dire, quelque chose d'important parce que dans ce contexte-là, finalement, comme je ne suis pas placée dans ma valeur, eh bien, je suis à la merci de tout ce qui est marchandable, donc tout ce qui est commercialisable. Et probablement dans le bénéfice qui n'est pas le mien. Je ne contribue plus directement à ce que je suis. Et donc, ce que je recherche est paradoxal, mais pour moi-même, en fait. Alors, évidemment, lorsque je vais me replacer pour moi-même, il peut être paradoxal pour les autres. Mais à ce stade-là, la ligne, comme vous la cherchez ici, vous cherchez à vous aligner à ce que vous êtes, si ça crée des paradoxes ici chez les autres, eh bien, de fait, c'est qu'on est dans un jeu, dans un schéma, dans un rôle où en fait vous fonctionnez dans vos liens avec alliés et ennemis. Et donc que vous n'êtes pas justement ici dans la dimension du cœur à cœur. Parce que le partage ne crée pas ici de distorsion chez les autres. Il n'est ni allié, il n'est ni ennemi, le partenaire. Et donc, il n'est pas justement dans cette définition du paradoxe. S'il vous voit agir de façon différente ou contraire à l'opinion commune, il va même plutôt trouver que c'est très juste avec ce que vous êtes. Donc lorsque l'on craint ici de maîtriser consciemment cette idée de paradoxe et donc de faire les choses à partir de ce que l'on est, on les redoute par rapport ici au collectif, mais parce qu'on est en tension, en division ici avec ce qui nous entoure. Et donc, on fait exister quelque chose qui n'est pas présent, dans lequel
ces personnes viennent se nourrir d'autres choses, elles alimentent évidemment autre chose, alors d'autant plus si elles sont toutes d'accord les unes avec les autres, mais ça ne se fait pas dans votre propre bénéfice, ça se fait probablement dans le leur, mais certainement pas dans le vôtre. Et donc, il va falloir ici travailler évidemment la distinction. Pour maîtriser l'outil du paradoxe, il faut maîtriser la distinction entre vous et les autres, la nature ici de ce que vous alimentez, la justesse, et donc la relativité, évidemment, ici, qui vous expose dans ce relationnel de proximité. Alors, pour vous faire comprendre les choses de façon globale et large, parce que ça peut être évidemment ici assez douloureux à faire autrement, je voulais vous parler de ce qu'on appelle le paradoxe d'Olson, ou la théorie du passager clandestin. Donc c'est un économiste, effectivement, Olson, qui, donc là on le voit vraiment du point de vue de la valeur dans le sens le plus marchand, mais dans ce qu'on appelle aussi le bien collectif. Il explique en fait dans sa théorie que lorsqu'il existe un intérêt collectif qui doit être porté ou défendu, exemple, la faim dans le monde, la mobilisation collective, elle ne va pas de soi. Contrairement au moment, en tout cas, où il a rédigé ici son livre, puisque c'est un livre, on pensait ici, effectivement, que le bien collectif, la mobilisation collective, était un mécanisme qui coulait de source. Alors, il a écrit ce livre dans les années 60, donc comprenez que dans les années 60, eh bien, effectivement, on ne voyait pas tout à fait le monde de la même manière. Il était assez précurseur, en fait, ici, sur son temps, parce que ce qu'il explique, je pense qu'on peut complètement, ici, comprendre comment les choses, évidemment, dans notre présent, se produisent à partir de sa théorie. Et donc, dans les années 60, on était quand même dans d'autres idées. On était beaucoup dans l'idée du bien collectif. Il y avait notamment toute la pensée marxiste, etc. Lui, ce qu'il explique, c'est que non, en fait. La mobilisation collective, elle est bien moins automatique que ce que l'on imagine, parce qu'en réalité, elle ne découle que de notre capacité en tant qu'individu à percevoir notre intérêt à prendre part à quelque chose. Et donc, c'est ici que se situe bien sûr le paradoxe. Parce que, en fait, la rationalité et la logique individuelle de l'individu va créer ici, au sens d'une action collective, quelque chose de paradoxal. Et donc, dès lors que cet intérêt devient pleinement individuel et rationnel, on est plutôt dans le comportement de l'homo economicus que, effectivement, dans le groupe, ici, une humanité plus collective dans laquelle on va aller porter quelque chose qui est plus idéologique et qui relève ici de la croyance dans le sens ici du bien commun. Donc on l'applique à ce que l'on veut ensuite, mais ce qui est important, c'est qu'il explique dans les années 60 que l'homme moderne tend, et je pense qu'ici on peut reconnaître qu'il avait en grande partie raison dans nos sociétés, en tout cas occidentalisées, qu'il va tendre rationnellement, même inconsciemment, à évaluer au travers de sa prise de position, de la contribution qu'il peut amener, il va l'évaluer à partir du bénéfice qu'il peut en tirer. Et donc, il va regarder l'effort que cela lui demande, le bénéfice qu'il peut en tirer. Donc, si on prend un exemple concret, c'est par exemple, vous êtes attaché à une cause. Par exemple, on reprend la faim dans le monde. La faim dans le monde, c'est quelque chose ici qui vraiment, voilà, vous vous dites, non, c'est plus possible, il faudrait que tout le monde ait quelque chose à manger. Eh bien, lui, il va considérer que certes, vous prenez position, et on est tous d'accord de se dire que la faim dans le monde, c'est quelque chose qu'il est possible ici d'arrêter, mais par contre, on va identifier notre contribution directe, la valeur que cela va avoir. Si par exemple, je vais à une manifestation, eh bien, quel est le prix finalement que va me coûter cette manifestation, ma présence, ma journée de travail, et donc est-ce que finalement le jeu en vaut la chandelle? Est-ce que finalement j'identifie que je vais pouvoir résoudre ici cette faim dans le monde par le simple fait de me positionner dans une marche collective, par exemple. Et donc petit à petit, dans toutes les causes finalement collectives que l'on cherche à défendre, on va avoir une migration de la pensée collective vers une pensée qui est beaucoup plus rationnelle et beaucoup plus individuelle, où effectivement on va raisonner à partir de retombées de notre contribution directe versus notre absence de contribution.
c'est dire ok, j'adhère et par exemple signer une pétition, mais ne jamais avoir aucune action qui vont mettre en place ici un système pour résoudre cette contradiction que collectivement on va considérer comme devant disparaître, mais que individuellement on ne va pas réellement contribuer à ce que cela se produise en fait. Et donc c'est ce qu'il appelle le passager clandestin, parce que en réalité, si on prend une cause que l'on défend, donc on peut prendre donc tous les ismes, de ce point de vue-là, tous les ismes fonctionnent. Féminisme par exemple, on veut impérativement que les salaires entre les hommes et les femmes soient complètement égalitaires. Certes, il y a des gens qui vont se battre ici pour ça, peut-être pour que cela se produise, des négociants, etc., peut-être dans les entreprises. Il va y avoir des mouvements ici qui vont peut-être être proposés. Et on va identifier ici, notamment quand le groupe est suffisamment conséquent, par l'anonymat que le groupe ici peut nous offrir. On va bénéficier peut-être ici de cette action qui est menée, je ne sais pas, au sein d'une entreprise, sans y contribuer de façon directe. Et donc, il y a tout bénéfice finalement ici qui est fait pour la personne qui rationnellement va se dire, bon, en fait, ça ne sert à rien. Il y a des gens qui vont faire ça très bien et puis moi, je vais en bénéficier. Et ce qu'il explique ici dans sa théorie, c'est que d'une part, c'est quelque chose qui existait déjà, en tout cas qu'il avait pu observer à son époque, qui est renforcé par l'effet de groupe, c'est-à-dire que plus le groupe est grand à défendre une cause, au moins sur le papier, et moins en réalité il y a d'individus qui y contribuent de façon immédiate et qui vont plutôt chercher à tirer profit ici de ce que peut-être une poignée vont obtenir pour une majorité. Et qu'en revanche, plus le groupe est petit et plus la mobilisation de ce groupe va demander au contraire à ce que chacun s'implique. Il n'y a pas le phénomène ici d'anonymat et donc ça ne peut pas se faire de cette manière-là. Forcément, si on est des milliers, eh bien, même s'il n'y a qu'une centaine qui tirent le train, ça bénéficie aux milliers. Mais si par contre, on n'est qu'un petit groupe de 10 personnes défendant ici quelque chose en particulier, il faudra que les 10, en fait, ici bougent pour que cela puisse réussir. Au moment où il l'a publié, mais même encore maintenant d'ailleurs, je crois, cette pensée elle est assez critiquée parce qu'il y a quelque chose ici évidemment de très idéologique et puis qui est un petit peu, on va dire, problématique du point de vue collectif. On n'aime pas trop en fait ici voir ce genre de choses. On se dit bah non, en fait on est collectif humain et puis on est tous portés ici par les mêmes valeurs humaines, et ce qui n'est pas forcément ici une réalité. Alors il va dire que oui, en fait en théorie on est tous plutôt d'accord avec ce qui est défendu, mais c'est la prise en charge ici évidemment qui pêche, et c'est l'action individuelle qui est manquante, et donc il y a certes un intérêt qui est perçu comme collectif, mais notre intérêt personnel va prévaloir ici sur quelque chose qu'on est plutôt d'accord de défendre, si et seulement si on ne s'implique pas de façon directe. Et ce qu'il indique, je pense que c'est vraiment, c'est pour ça que je dis que c'est très présent, je crois, aujourd'hui. Ce qu'il explique, c'est qu'en fait, au fur et à mesure, justement parce qu'on est de plus en plus d'homo economicus, ce qu'il explique, c'est qu'au bout d'un moment, c'est ce qui rend inerte, en fait. Ici, tout progrès et toute avancée, tout simplement parce que, en fait, ok, s'il y a un seul dans le groupe qui fait cavalier seul, ça pose pas trop de problèmes si tout le monde est toujours tourné avec son action vers la cause, mais en réalité, il y a de plus en plus ici de personnes qui deviennent anonymes, qui soutiennent sur le papier, mais qui ne soutiennent pas de façon ici concrète, et donc il n'y a plus rien qui bouge, parce que le groupe est plus suffisant, et si tout le monde raisonne de cette manière-là, il n'y a plus rien, en fait, ici qui se crée. Donc, l'inertie dans, effectivement, ces paradoxes collectifs et les choses dans lesquelles on s'insurge, finalement, soit on s'insurge en essayant d'avoir une action autour de ça, et donc on peut évidemment rejoindre ici un groupe, un intérêt commun dans lequel on souhaite s'impliquer, ou mener un projet dans lequel on s'implique ici de façon encore plus directe, parce que c'est le nôtre et qui, par effet ici de multiplication, peut amener à défendre quelque chose qui est plus grand, mais par intervention individuelle, soit effectivement, eh bien, nous sommes devenus ensuite des passagers clandestins, et donc en fait, eh bien, on crée ce paradoxe dans lequel il n'y a finalement peu ou pas de solutions sur le plan collectif qui peuvent être ici trouvées. Donc, c'est quelque chose dans lequel je vous invite cette semaine à mener une réflexion au sujet de vos propres tentatives, au sujet de votre propre position autour ici de
de ce que l'on va appeler le passager clandestin, parce que c'est souvent dedans en fait que se situe bon nombre de nos paradoxes. Et aussi bien en étant ces personnes qui ont le sentiment qu'elles défendent leur cause, c'est-à-dire, je vais prendre un autre exemple concret, si par exemple vous cherchez à apporter la paix ici dans votre famille, il faudra vous poser la question de savoir qui réellement contribue à faire que cette paix soit une réalité ou qui au contraire finalement vous laisse faire tout le travail de manière à ce que les choses se produisent, alors dans leur œil comme par magie, mais dans le vôtre finalement où vous portez l'ensemble de l'effort. Parce que ces passagers clandestins, vous pouvez être le passager clandestin ici dans certaines situations où vous êtes la personne qui justement tire l'effort de l'ensemble des passagers clandestins qui sont plutôt d'accord ici avec vous, mais en réalité ne font rien dans le sens le plus concret pour soutenir ici justement ce projet qui, de votre point de vue, est quelque chose d'important d'être réalisé. Et donc qui en réalité crée justement ici ce paradoxe, parce que certes, vous avez ce sentiment parfois d'être dans l'opinion commune, vous avez le sentiment que oui, ok, tout le monde ici peut-être adhère à l'idée, mais alors dans ce cas-là, posez-vous la question, qui adhère mais qui fait? Alors, est-ce qu'il y a une zone d'adhésion? Est-ce que tout le monde ici dans votre petit groupe est réellement en train d'agir dans le même sens? Ou est-ce que finalement, ils s'attendent à bénéficier de tout l'effort ici que vous allez porter? Parce que en général, c'est ici que ça vous fait souffrir. Parce que, évidemment, c'est vous qui portez tout cet ensemble. Alors après, posez-vous la question de savoir, de fait, comment résoudre ici cette distorsion. Parce que, de deux choses l'une, soit effectivement, cette opinion, elle est bien moins commune que ce que vous imaginez. Et donc, après tout, c'est pas une seule personne au milieu d'un groupe qui va pouvoir sauver tout le monde. Donc, vous n'avez pas pour mission ici de porter tous les efforts. Et je dirais que cela n'existe pas dans le cadre ici de partenaires parce que dans le partenariat, finalement, on est en co-création. Il y a quelque chose ici dans lequel chacun trouve sa place et porte finalement sa part du travail. Donc, il est vraiment actif ici autour de ça. Mais lorsque les personnes justement ne sont pas actives autour de quelque chose sur lequel il vous semblait en tout cas que vous étiez en train d'agir dans le même sens, eh bien là, il va falloir résoudre ici ce sujet parce que c'est ce qui, effectivement, à l'intérieur de vous, vous fait tourner en rond et donc vous fait effectivement ici souffrir avec le temps. Donc, la réflexion cette semaine, elle doit être portée sur cette notion effectivement de paradoxe, sur cette notion de distorsion. Et vous pouvez utiliser l'exemple de ce que l'on vient ici d'expliquer avec le passager clandestin pour comprendre quelle est la structure ici du relationnel qui gravite autour du sujet que vous allez souhaiter analyser. Et en fait, faites-le pour tous les sujets, c'est-à-dire que, alors faites-le sur ce qui vous touche peut-être le plus, cette distorsion, on va dire, principale. Mais n'oubliez pas, voilà, que c'est de toute façon de cette manière-là, dans la relativité ici de nos interactions, que se crée l'ensemble ici des paradoxes. Le paradoxe n'est pas quelque chose d'unique, hein, c'est nécessairement quelque chose qui est applicable par domaine de vie. Dans vos projets, dans le sens le plus extérieur, autant qu'à la maison. Dans votre manière ici de vouloir conduire un futur et donc quel que soit évidemment le domaine d'application. Mais il faut réfléchir ici à ça. C'est ce que nous pousse à faire évidemment la Vierge, c'est à raisonner autour d'une réalité dans la manière dont elle est conçue pour comprendre évidemment comment se place ici chacun des acteurs finalement de ce jeu dans lequel voilà, on n'est pas isolé en fait, hein, nos positions n'étant pas celles ici d'une position d'isolement. Il faut regarder les choses en l'état en fait. Et il faut faire un constat parce que eh bien, il y a énormément de choses qui ne permettent pas justement à la tête d'être allégée, tout simplement parce qu'on ne perçoit pas, on ne voit pas nécessairement les paradoxes dans lesquels on s'est facilement plongé en fait, et donc ont besoin évidemment ici de se révéler. Et pour franchir des caps, c'est ce que je vous ai souvent dit dans les vidéos, pour franchir des caps,
il faut pouvoir révéler les choses telles qu'elles sont. On ne peut pas poser ici de solution sur une équation qui n'a pas été correctement organisée, structurée. S'il nous manque des paramètres, s'il nous manque des informations dans l'équation, eh bien on n'atteindra pas le résultat ici que l'on souhaite. Et donc c'est essentiel, lorsqu'effectivement on est tourmenté d'un point de vue intérieur, il est essentiel de poser justement ici l'équation, de regarder de quoi il s'agit. Et c'est de cette manière-là qu'on sait faire évidemment émerger les solutions. Donc cette semaine, on apprend à identifier les distorsions et à pouvoir intégrer les différents paramètres qui créent ce paradoxe. Évidemment, on n'est pas dans la solution, mais tant que l'on n'adresse pas l'équation, elles ne peuvent pas émerger. Donc faisons ici ensemble lever la barrière, regardons cette barrière, amplifions ici cette possibilité. Et puis, nous verrons évidemment ensuite comment progresser dans la solution, la résolution de ces distorsions et donc les changements de mouvement qui vont permettre d'annihiler évidemment ici les paradoxes qui de fait se sont créés. Voilà pour nous cette semaine. Eh bien, j'espère que ça saura évidemment vous inspirer. On se retrouve dans quelques jours justement pour travailler la pleine lune. Hein. Donc, il va y avoir ici de la maturité qui va augmenter pour qu'on puisse justement se saisir de ces ressources. Donc c'est le moment idéal pour poser les équations. Mais en attendant de vous retrouver, eh bien, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.